Voilà, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre magazine AgriBoost. AgriBoost qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, qui fait également la promotion de produits agroalimentaires made in Congo, des produits fabriqués ici au pays, en République démocratique du Congo, par les entrepreneurs congolais. Sans plus tarder, nous allons passer par l'actualité du secteur qui s'ouvre dans la commune de Lantsele, où le siège de la Fédération provinciale de pêcheurs de Kinshasa qui est en train de subir une cure de jouvence. Ce siège qui subit de travaux d'aménagement afin d'abriter les bureaux de ces différents dirigeants de cette structure qui encadre le pêcheur. Le détail dans cet élément signé Maris Maleke. Les pêcheurs de la ville de Kinshasa ont mis en place un projet de la commercialisation du poisson. C'est dans ce sens qu'ils sont en train de construire les sièges de la Fédération des pêcheurs de la capitale. Les travaux de réaménagement sont en cours d'exécution. Cette collective des pêcheurs a réuni leurs propres moyens afin de mettre sur pied une technique qui va leur permettre de lutter contre l'insuffisance alimentaire et la rupture du poisson. Filet, tout ça, la filet, bon, matière, filet, bon, matière, ça, la filet, la filet. On a dit, oh, vraiment, tout ça, c'est la PCBISO na fédération. PCBISO na fédération, fédération, PCBISO na association. Donc, tout le monde, non? Tout monter, moi, si on a biso, peut-être que c'est si on a ces alliés, on a 10 ou bien plus de 10. Ces fonds proviennent bel et bien de leur cotisation mensuelle. La Fédération provinciale des pêcheurs de Kinshasa est ouverte pour tout soutien financier et recueillement des éventuels nouveaux membres en son sein. Bâtiment réglementation pour un environnement durable. Les pêche libre, pêche qu'on peut à danger, nous sommes pêcher. Baza ko bebisa environnement. Là c'est ezali mbisa kende robota, baza ko kata matiti, baza ko timola ba makokolo mbisa ko kolia. Donc wana penelo kwa liboso na yango wana. Ici de noter que cette collective qui existe formellement depuis 2016 poursuit comme objectif d'agrandir les secteurs de pêche, lutter contre l'insuffisance alimentaire et la rupture des stocks. Ce magazine AgriBoost se poursuit avec un invité sur ce plateau, M. Jean-Robert Lomata. Nous allons faire un état des lieux de la pêche en République démocratique du Congo. Pourquoi la pêche demeure-t-elle à 99% artisanale dans notre pays alors que nous sommes sous le siècle de l'industrialisation? Monsieur Lomata, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous pourriez bien arranger, tenir le micro. Oui, merci beaucoup pour la parole. La pêche, comme vous avez dit tout à l'heure, demeure à 90,9% artisanale dans notre pays, en RDC. Vous savez que c'est un secteur qui demande beaucoup de moyens. Sous d'autres cieux, ce sont les gouvernements qui font en sorte que la pêche soit industrialisée. Mais pour industrialiser la pêche, ça demande des gros moyens. Il faut que les pays... Des gros moyens que le pays ne manque pas, vu toutes ces potentialités, ces richesses que nous avons. Ces gros moyens, comme vous avez dit tout à l'heure, ça ne manque pas, ça ne peut pas... Mais c'est quoi le problème? C'est la priorité ou la pêche ne figure pas parmi les priorités de ces décideurs, selon vous? Bon, ces derniers temps, avec l'avènement du président de la République, son Excellence Félix, nous pensons que dans la plupart de ses adresses à la nation, il ne cesse d'accorder une place prépondérante à la pêche. Mais avant lui, c'est vrai qu'on parlait de la pêche, mais seulement on ne voyait pas les retombées sur la pêche, c'est-à-dire qu'on ne mettait pas de gros moyens pour que la pêche soit développée. À titre illustratif, dans les différents budgets qui ont été élaborés la décennie passée, il y a tout simplement un petit pourcentage qui était alloué au secteur de pêche. Et ce petit pourcentage-là n'arrivait même pas à faire fonctionner, ne serait-ce que le bureau du ministère des Pêches. C'est insignifiant. Vraiment tellement insignifiant que quand je dis, même au niveau, même certains services du ministère des Pêches ne pouvaient pas fonctionner correctement.
C'est-à-dire que vous voyez que c'était tellement insignifiant que c'était un peu difficile de pouvoir songer à acheter des bateaux de pêche ou à faire autre chose qui puisse vraiment booster le développement de la pêche dans notre pays. Alors, monsieur Lomata, au-delà de le modèle de la pêche, en fait, les modèles, vous avez dit, c'est artisanal, c'est traditionnel, mais au-delà de cela, il y a des pratiques interdites aux pêcheurs, telles que pêcher avec de moustiquaires, vous le savez, telles que si les heures de fermeture de la pêche. Mais pourquoi les pêcheurs ils recourent à ces pratiques-là interdites? Bon, vous savez, la pêche, c'est une activité qui nourrit les pêcheurs. Et c'est un secteur, normalement, qui devrait être géré rationnellement. Quand je parle de la gestion rationnelle de la pêche, il faut la réglementer. Si on ne réglemente pas la pêche, parce que vous savez, depuis plus de 50 ans jusqu'à aujourd'hui, la pêche n'a jamais subi certaines mesures contraignantes. Ça fait que le pêcheur fait sa pêche du 1er janvier au 31 décembre sans mesure de restriction. C'est-à-dire qu'il le fait et l'État n'intervient pas. Pourquoi l'État n'intervient pas? Est-ce que l'État est démissionnaire? Je dis bon, oui ou non, parce que la réglementation de la pêche date du 21 avril 1937. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Et c'est la même réglementation qui continue à gérer la pêche aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'approches. Le monde a évolué, le pays a évolué, beaucoup de paramètres ont changé, mais la même réglementation continue à gérer la pêche aujourd'hui. Il y a par exemple le code de conduite pour une pêche responsable qui a été, dont notre pays est signataire, qui a été édicté par les pays riverains du monde, par la FAO à Rome en 1992. Il y a eu certaines approches qui ont été intégrées dans la plupart des réglementations des pays du monde. C'est-à-dire que ces codes donnent les lignes directrices pour que tous ces pays du monde en réglementant la pêche, puissent s'inspirer de ces codes de conduite-là. C'est un instrument international. Et dans cet instrument international, il y a des approches qui devraient être intégrées dans notre législation, mais malheureusement, ces approches comme la cogestion n'ont pas été intégrées. Donc, en définitive, pour dire que, je vais dire ceci, que la pêche est gérée par ces décrets-lois de 1937, aujourd'hui, qui paraît inadapté. Et l'État aussi s'est désengagé parce qu'il n'y a pas de mesures, il n'y a pas suivi sur le terrain. Comme il n'y a pas suivi sur le terrain, quelle est la conséquence logique? Mais les pêcheurs, c'est au profit du pêcheur. Donc les dispositions sont devenues obsolètes presque un face peu à la réalité sur terrain, face à l'évolution du monde. Face à la réalité sur terrain, et l'État n'est pas présent sur le terrain pour faire le suivi. C'est-à-dire l'État ne vous accompagne-t-il pas? Quand je dis sur le terrain, c'est-à-dire qu'il doit suivre la réglementation. Parce qu'il y a des mesures. En cas de violation de telles dispositions réglementaires, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce qu'on doit faire de la personne, du contrevenant, c'est-à-dire que de la personne qui a commis la contravention. Donc il y a cette disposition-là qui n'existe pas sur le terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à une époque, il y avait beaucoup de poissons. Il y avait beaucoup de poissons. Quand nous, on a commencé la pêche, il y avait beaucoup de poissons. Vous allez le soir, le matin, vous revenez avec pas moins de 40 kilos. Donc la prise journalière à l'époque, là, c'était plus de 40 kilos par personne et par individu. Mais aujourd'hui, en l'absence de ces suivis, à l'absence de cette réglementation, les gens, aujourd'hui, quand vous allez à la pêche, c'est rarement d'avoir plus de 5 kilos.
Donc vous voyez maintenant cet effondrement. Il y a effondrement du stock de poissons qui se traduit par la prise journalière des pêcheurs. Donc remarquez cette chute-là, des 40 kilos ou plus à aujourd'hui, à 5 kilos aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Il y a d'abord les différentes pratiques utilisées par les pêcheurs. On utilise les filets à maille non réglementaire, c'est-à-dire de moins de 2 cm et demi. On utilise aujourd'hui, si vous allez à Kingaboa, vous allez à Massina, vous allez à Kinkole et un peu aussi Ngamanjo ces derniers temps, c'est-à-dire vous allez remarquer les pêcheurs utilisent les moustiquaires imprégnés pour prendre les poissons, pour préférer les... Mais c'est ce qui est interdit, tu Mais crois. ce qui est tout à fait interdit, ce sont des pratiques normalement qui sont interdites, qui doivent subir une certaine répression, parce que ces moustiquaires-là imprégnés prennent les alevins des petits poissons, même de 2 semaines. Vous comprenez que moi, je parle de la criminogénie. Ça, c'est une espèce... Mais à qui revient cette responsabilité? Bon. Lorsque vous dites que ces moustiquaires-là prennent même des alevins, et que à qui reviennent ces responsabilités? Est-ce que c'est à l'État, c'est au gouvernement central, c'est au ministère des tutelles qui doit réorienter la politique? Est-ce que c'est aux pêcheurs en eux-mêmes qui doivent subir un certain recyclage pour savoir quel outil utiliser, quel outil à ne pas utiliser? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Moi, je pense que la responsabilité est partagée. Il y a d'abord les acteurs du secteur, c'est-à-dire les pêcheurs, qui doivent prendre conscience que lorsque vous prenez les alevins, vous prélevez les alevins, ce sont ces petits poissons qui allaient grandir, qui deviendraient de gros poissons pour vous permettre de faire une pêche responsable et d'avoir des moyens. Mais vous les prenez tout petits qu'ils sont. Donc, vous êtes en train de détruire votre métier. Bon, aussi à l'État, la responsabilité de gérer les ressources naturelles comme les ressources halieutiques. C'est l'État qui doit réglementer ça aussi. Vous savez, les pêcheurs, c'est un chasseur qui va à la chasse et il se comporte comme un petit délinquant. S'il ne trouve pas de gros poissons, il se rabat aux petits poissons là. Mais s'il n'y a pas de mesures contraignantes, s'il n'y a pas une réglementation, s'il sait que même si je prends ça, je ne serai pas inquiété, il va continuer à les prendre. Donc, la responsabilité partagée, il faut une forte sensibilisation au niveau des pêcheurs pour qu'ils comprennent l'impact de l'acte posé en prélevant des petits poissons. Et aussi, l'État doit mettre des mesures, des garde-fous pour ne pas dépasser la limite. C'est-à-dire que quand vous prenez un poisson qui est en deçà de tel poids, en deçà de telle maille de filet, vous êtes sanctionné. Moi, je pense qu'il faut conjuguer les efforts pour essayer de protéger les ressources halieutiques. Donc, c'est pourquoi je dis la responsabilité est partagée entre les acteurs du secteur, c'est-à-dire que les pêcheurs qui ne prennent pas conscience de l'implication des actes qu'ils posent dans le futur de la pêche, et aussi à l'État qui reste un peu distrait pour gérer, pour chercher à mettre des mécanismes de gestion rationnels dans la pêche. Alors, messieurs Jean-Robert Lomata, vous dites qu'un pêcheur, c'est comme un chasseur. Oui. S'il ne trouve pas de poisson, il va se rabattre même au plus petit. Oui. Alors, quelles sont les différentes chaînes de valeur qui interviennent de la pêche à la commercialisation? Comment ça se passe? Quelles sont ces différentes chaînes de valeur? Bon, à Kinshasa, la chaîne structurée, on ne peut pas en parler, mais elle existe de manière d'une manière informelle. Les pêcheurs font la pêche. Ils arrivent au point de débarquement. Ce sont les marieuses, c'est-à-dire les femmes qui achètent auprès des pêcheurs, qui achètent. Ces femmes-là vont revendre, soit aux autres femmes
grossistes qui vont les vendre ailleurs. Et ces autres femmes vont les vendre auprès aux consommateurs. Donc, en fait, c'est une chaîne dont la courroie de transmission n'est pas tellement... n'est pas très solide, mais qui s'est fait parce qu'il y a cette activité des poissons, cette activité qui doit intervenir comme ça, parce que le pêcheur lui-même ne peut pas être en même temps vendeur, producteur, et puis aller vendre aux consommateurs. Donc, c'est une chaîne informelle qui est organisée de cette façon-là. Mais nous voulons essayer de formaliser cette chaîne-là au niveau de la fédération. La fédération... Qu'il y ait un circuit formel. Oui, qu'il y ait pêche, commercialisation, vendeur, et puis conservation, puis consommateur. Vous savez pourquoi le prix des poissons augmente tellement? Parce qu'il n'y a pas cette chaîne-là. La chaîne n'est pas cohérente. La chaîne n'est pas bien organisée. Et ce qui fait que à chaque maillon, à chaque étape des activités de la pêche, il y a augmentation du prix des poissons. À chaque maillon de la chaîne, il y a augmentation du prix des poissons. Le pêcheur qui vend à une femme, cette femme-là va la revendre à une autre femme. Une autre femme va revendre à une autre femme pour atteindre les consommateurs. Donc vous remarquez, à chaque maillon, à chaque étape là, de vente, à chaque étape de commercialisation, les prix augmentent. Et dans tout ça, c'est les consommateurs qui payent les pots cassés et on défaveur aussi des pêcheurs. La promotion des surgelés. On préfère, oui, lorsque la chaîne n'est pas formelle, elle n'est pas formalisée et le coût monte, comme vous l'aviez dit. Tout à fait normal. Par contre, on recourt au surgelé. Avec 1 kilo d'impieux, par exemple, on a 5 000 francs. Oui, bon, il y a beaucoup de paramètres dans cette histoire-là. Surgelé, poisson local, poisson du fleuve, il y a un problème de production. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a un problème de l'offre et de la demande. Si l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. Et vice-versa. Et aussi, il y a un problème d'organisation de la chaîne de valeur, comme vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi je reviens un peu sur la chaîne de valeur? Les pêcheurs, vis-à-vis du président de la République, avaient demandé qu'il soit appuyé par la mise en place d'une coopérative de commercialisation des poissons. Elle existe, non? Non. Il y a une coopérative qui travaille avec la FAO de poissons. Bon, en fait, je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus. À Kinkole, évidemment, le président de la République était très attentif. Il avait répondu positivement. Et j'étais parmi les gens qui avaient aidé à élaborer le projet. Ce projet-là, sur la pêche, sur la coopérative, j'étais dans l'élaboration du projet. J'ai travaillé avec les pêcheurs de Kinkole parce qu'il s'agit des pêcheurs de Kinkole qu'il fallait mettre cette coopérative-là. J'ai élaboré, j'ai aidé à l'élaboration du projet. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'articulation du projet. Bon, l'argent est sorti, combien, je ne connais pas. C'était par l'intermédiaire d'une organisation non gouvernementale qui avait traité avec un des proches du président de la République. L'argent est tombé entre ses mains. Malheureusement, tel que nous avons conçu la coopérative, de manière que la coopérative puisse fonctionner en tenant compte des principes universels qui régissent les coopératives. Pour qu'on parle d'une coopérative, il y a des principes sans lesquels on ne peut pas parler d'une coopérative. Soit on tombe sur une poissonnerie, c'est-à-dire qu'une maison, une structure de commercialisation gérée par un individu et qui engage les gens. Et soit on est coopérative, et quand on est coopérative, il y a des principes.
Mais quand un des principes n'est pas là, c'est-à-dire que ce n'est pas une coopérative. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La coopérative, la soi-disant coopérative, entre guillemets, qui fonctionne à Kinkole, pour moi, ce n'est pas une coopérative parce que les pêcheurs ne sont pas partie prenante. Il n'y a pas une assemblée générale qui a élu les membres de la coopérative. Il n'y a pas... Bon, en fait, il y a à boire et à manger. Mais c'est une structure qui existe, mais qui fonctionne à sa manière. Mais ce n'est pas une coopérative. Comprenez? Bon, nous, au niveau de la fédération, nous sommes en train, et c'est un peu justement de mettre un peu de l'ordre là-dessus. Pourquoi? Comment ça? La fédération des pêcheurs, c'est une structure au niveau provincial qui a des membres dans tous les grands sites de production de poissons. C'est-à-dire qu'à Maluku, il y a une plateforme des associations de pêcheurs. Angamanzo, les associations de pêcheurs se sont regroupées dans une plateforme. Et dans chaque plateforme, il y a un président de la plateforme qui engage toutes les associations de ces sites-là. À Kinkole, il y a 3 plateformes des associations de pêcheurs et il y a des responsables qui gèrent ces plateformes-là. Là, je vous parle un peu de l'organisation de la fédération pour vous amener, pour vous montrer comment nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place une véritable coopérative de pêcheurs. À Kingabwa et Massina, il y a plusieurs associations qui se sont regroupées en plateforme. Et cette plateforme-là, il y a un président qui engage cette plateforme en dépit du fait que chacune des associations a son comité, mais qui se sont élus un président qui doit représenter leur site-là. Et à Gombe, la même situation existe. À Ngaliema, Mimosa, il y a plusieurs associations qui se sont regroupées aussi en plateforme. Et puis, Mongafula, il y a plusieurs associations qui se sont organisées en plateforme. Pourquoi ça? Parce que dans chaque site de pêche, il peut y avoir des problèmes. Il ne faut pas que tous les présidents de chaque association puissent être interlocuteurs des pêcheurs vis-à-vis de leur autorité municipale. Donc c'est ainsi que ces associations se sont mises en plateforme. Alors, toutes ces plateformes qui évoluent dans la ville de Kinshasa se sont regroupées à la Fédération des pêcheurs de Kinshasa. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi, pour essayer, nous sommes en train de mettre en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, une coopérative. Comment elle va fonctionner? Nous avons mis un calendrier. Les pêcheurs de Maluku vont produire. Et ce sont des producteurs. Ce sont des pêcheurs. On ne va pas acheter auprès d'autres pêcheurs. Ce sont les pêcheurs qui viendront alimenter les poissons à la Fédération des pêcheurs. Dans ce calendrier, il est prévu pour le lundi. Les mardis, ce sont les pêcheurs d'Ngamando qui viendront alimenter la fédération. Chaque mercredi, les pêcheurs fournir des poissons, et puis au prix des pêcheurs que la fédération prendrait, on leur remettrait de l'argent, mais ce n'est pas... le prix sera un peu différent par rapport à ce que les marieuses ou bien les autres achètent pour aller les vendre. Donc c'est comme ça, nous avons mis en place comme ça un calendrier où tous les sites, toutes les plateformes viendront approvisionner la fédération en poissons. Et la fédération verra avec ses membres à quel prix ils pourront essayer de vendre directement aux consommateurs au prix un peu raisonnable. Donc vous voyez un peu, c'est ce système-là, parce qu'il y aura une assemblée générale des pêcheurs, qui mettront en place un comité. Le comité déjà existe et ce serait comme ça. Il y aura aussi la restitution des bénéfices. C'est-à-dire que telle plateforme a vendu à la coopérative, à la fédération autant de tonnes, autant de kilos, avec tel prix. La fédération
a vendu auprès des consommateurs à tel prix, les bénéfices réalisés sur chacune des à chacune des plateformes. Oui. Alors, si on a réalisé un bénéfice de, admettons, 100 000 sur ce que vous avez vendu à la coopérative, c'est-à-dire que la fédération, vous rétrocède un peu d'argent sur le bénéfice réalisé sur ce que vous avez vendu. Donc, c'est comme ça le système que nous allons faire fonctionner aujourd'hui dans la fédération pour essayer, tant soit peu, essayer de voir dans quelle mesure on peut baisser petit à petit les prix des poissons. Robert Lomata, président de la Fédération de pêcheurs de Kinshasa, merci d'être notre invité d'AgriBoost. Merci, les journalistes. AgriBoost, un nouveau concept qui fait la promotion du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de la sémence à la commercialisation. AgriBoost explique les enjeux de développement local des produits agroalimentaires made in Congo. Au programme, l'actualité, des grands reportages sur des exploits et innovations des producteurs ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Ensemble, revalorisons l'image de l'agriculture. Voilà, nous allons passer à une autre rubrique, le mot du secteur. C'est quoi les mots du secteur? Pour ce nouveau numéro d'AgriBoost, le mot c'est la pisciculture. C'est quoi la pisciculture? Découvrons-les dans cet élément. La pisciculture est l'élevage de poissons en eau douce, saumâtre ou salée. C'est une des branches de l'aquaculture. Sa production se fait en étang avec un bassin en terre dans lequel les poissons se nourrissent complètement ou partiellement à partir de la production biologique du milieu. Elle se fait également par la production intensive en bassins artificiels ou cages dans lesquels les poissons sont exclusivement nourris avec des aliments fournis par le pisciculteur. L'on poursuit avec cette émission AgriBoost, une autre rubrique, ce sont le rendez-vous. Quels sont les différents rendez-vous du secteur? Réponse dans cet élément. Et voilà, ce qui commence bien, finit bien. Cette émission touche à sa fin. Merci à Maryse Maleki pour sa supervision et à Patou Sita d'avoir réalisé cette émission. Vous au moins le rendez-vous dans le prochain numéro.